Donc moi je suis Go d'Hervilly, donc merci beaucoup au coordinateur du RMT déjà pour cette invitation. Et puis aux organisateurs, je suis très contente de pouvoir visiter l'école que je ne connaissais pas. Donc merci pour cette invitation à discuter des approches innovantes pour la détection des contaminants chimiques dans la chaîne alimentaire. Donc je travaille au Laberca, je suis chercheur et je suis directrice adjointe de cette unité. Je vais vous en dire juste un petit mot sur la diapo suivante. Donc on est un laboratoire académique, on est situé au sein de l'école vétérinaire à Nantes et nous sommes à peu près 70 personnes à travailler dans ce laboratoire. Ça signifie laboratoire d'études des résidus et contaminants dans les aliments. Donc on a une petite structure particulière, c'est pour ça que je me permets de faire une diapo pour bien comprendre ensuite les thématiques que nous abordons. Donc nous sommes historiquement un laboratoire national de référence, donc sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, la Direction générale de l'alimentation. Et donc nous gérons le réseau de laboratoires en charge du contrôle des denrées en ce qui concerne historiquement les promoteurs de croissance, donc les anabolisants en élevage, et puis une part croissante de notre activité qui concerne surtout les contaminants de l'environnement de type polluant organique persistant, donc un terme qui a déjà été évoqué précédemment par Véronique tout à l'heure. Donc en gros, on fait le contrôle officiel des denrées sur ces deux types de molécules. Nous sommes également une unité mixte de recherche, donc mixte entre ONIRIS, donc c'est l'école vétérinaire de Nantes, et puis INRAE. Et donc là, on s'intéresse à la caractérisation de l'exposition du consommateur aux contaminants chimiques. Donc avec deux valences, la valence comment est-ce que les contaminants entrent dans la chaîne alimentaire, l'exposition du consommateur, et puis la valence santé. On va aller regarder quels sont les impacts sur la santé du consommateur de ces expositions. Et puis on a également deux plateformes qui permettent de mesurer les contaminants, donc soit dans les matrices alimentaires, soit dans les matrices humaines, pour pouvoir faire le pendant entre exposition externe et exposition interne. Il faut toujours regarder en fait ce qui passe vraiment chez le consommateur. Et puis on s'intéresse également aux marqueurs d'effet, donc par des approches type métabolomique, stéroïdomique. Donc, voilà. Donc en gros, le mot-clé qui rassemble toutes ces activités, c'est les contaminants chimiques et de la spectrométrie de masse haute résolution. On a une vingtaine d'instruments qui nous permettent d'aller mesurer un petit peu tous les types de contaminants, quelles que soient leurs propriétés physico-chimiques. Donc si on en revient au cœur du sujet et des mots-clés qui nous intéressent aujourd'hui, donc on m'a demandé de parler avec vous des risques émergents dans la chaîne alimentaire. Donc ça m'a semblé important de revenir à une définition de ce que l'on considère comme une émergence. Et alors j'ai repris la définition classique de l'autorité européenne compétente en la matière, donc l'EFSA, qui en 2007 donnait une définition de ce qu'est un risque émergent. Et vous allez voir que cette définition est toujours d'actualité 15 ans plus tard. Donc un risque émergent est considéré comme un danger nouvellement identifié. Donc on voit bien la notion, c'est émergent parce que c'est nouveau, mais également comme un danger déjà connu. Décalage dans mes soulignures. Donc soit quelque chose de nouveau et soit quelque chose de déjà connu. Donc ça peut paraître un peu plus surprenant. On dit c'est émergent mais c'est déjà connu. Et en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la notion d'exposition. Donc ce terme a déjà été beaucoup traité et défini ce matin. En fait, un danger ne devient un risque qu'à partir du moment où il y a une exposition significative de la population. Donc pour un nouveau danger, il faudra avoir une exposition significative à ce nouveau danger pour qu'il devienne un risque. Mais pour un danger déjà connu, il va falloir avoir une exposition nouvelle, accrue ou inattendue pour qu'à ce moment-là, il redevienne une émergence. Donc on se retrouve dans deux situations. Une situation où on a ce que l'on connaît depuis longtemps, ça peut être les dioxines, les PCB, on les a déjà évoquées ce matin et puis j'en reparlerai beaucoup au cours de ma présentation. Et puis des choses qu'on connaît depuis plus récemment. Et là, c'est relatif en fait, il y a des perceptions qui sont différentes selon les domaines. Des molécules qui vont être considérées comme émergentes pour nous dans la chaîne alimentaire ne le sont peut-être pas dans le domaine environnemental. On peut prendre l'exemple de certains retardateurs de flamme bromés, ou les composés perfluorés, par exemple. Ça fait bien longtemps que l'environnement les avait décrits et on n'avait pas commencé à s'intéresser à la manière dont ils rentraient dans la chaîne alimentaire. Donc cette notion d'émergence, elle est aussi relative en fonction des domaines. Donc ça, c'est facile quand même, c'est ce que l'on connaît. Là où ça se corse un petit peu, c'est lorsqu'on ne connaît pas encore les molécules et qu'on souhaite les découvrir. Et là, comment faire ? On va avoir une forte complexité. Ça revient vraiment à chercher une aiguille dans une botte de foin, et je dirais même une aiguille invisible, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'on cherche et quelle forme cela a. Donc, deux situations au sein d'une même définition. Donc, on voit déjà que ça va être un petit peu compliqué à gérer. Donc, on va avoir deux exercices différents, en fait, deux stratégies pour traiter cette thématique des émergents.
Donc je suis désolée, il y a un petit peu d'anglicisme, mais ces deux stratégies, on les appelle communément bottom-up et top-down. La top-down, c'est celle qui consiste à s'intéresser aux contaminants déjà connus. Donc là, évidemment, une fois qu'on est au courant de l'information, donc l'information, on peut l'avoir eue par de la veille, par de la connaissance, par des réseaux, par de la curiosité, la sérendipité, on va pouvoir, une fois qu'on connaît ces molécules, développer des approches analytiques adaptées. Des approches classiques. Alors classique, ça ne veut pas dire facile. Hein. Il va falloir s'approprier la famille de composés, connaître leurs propriétés physico-chimiques, étudier leur métabolisme, identifier des marqueurs, développer des méthodes analytiques performantes, le plus souvent à l'état de trace, parce que ces contaminants ne sont pas forcément à des concentrations très fortes, hein, ils sont bien souvent de l'ordre du nanogramme, du picogramme dans les denrées. Donc il va falloir développer des méthodes adaptées et puis ensuite mesurer dans les aliments, vérifier qu'il y a bien la présence. Parce qu'on peut découvrir des nouveaux composés, s'ils ne sont pas présents dans les aliments, finalement c'est fin de l'histoire pratiquement. Donc première stratégie, on connaît les composés. Lorsqu'on ne les connaît pas, eh bien là il va falloir faire preuve d'imagination et trouver des moyens pour aller pêcher ces nouveaux contaminants dans les aliments. Donc, d'où le terme phishing, hein, c'est vraiment on va aller à la pêche aux molécules inconnues. Donc je vous propose de suivre ce plan en fait pour la présentation aujourd'hui. Donc commençons d'abord par ce qui est connu. Donc je vous rappelle, soit c'est connu depuis longtemps, mais on suspecte une exposition nouvelle, accrue, inattendue, soit c'est connu depuis très peu, et là on ne sait pas si le consommateur est exposé. Donc on va aller regarder si on a une exposition significative. Alors le premier exemple, qui expose justement cet exemple de molécules connues depuis très longtemps. Et on peut se poser la question, y a-t-il une réémergence ? Faut-il se poser la question d'un risque nouveau pour le consommateur ? Donc les dioxines, les PCB, hein, vous voyez leur petite tête là, donc c'est des molécules très stables. C'est ce qu'on appelle des polluants organiques persistants, de par leur stabilité. La présence de chlore ou de brome, enfin d'halogène, ce sont des molécules toxiques, donc elles sont persistantes dans l'environnement. Elles ont la fâcheuse tendance à s'accumuler dans les tissus adipeux des animaux. Donc on va avoir une bioaccumulation, une bioamplification le long de la chaîne alimentaire chez les individus en fonction de l'âge. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle des POPs, polluants organiques persistants. Ces molécules, on les connaît depuis très longtemps. Leur évaluation du risque a déjà été faite au niveau mondial par le JECFA en 2001, qui avait établi l'équivalent d'une DJT, ce qu'on appelle une valeur toxicologique de référence. En 2018, au niveau européen, on a baissé cette DJT, parce qu'on sait bien qu'elles sont toxiques, donc il y avait besoin de baisser l'exposition du consommateur. Et le risque est géré, puisqu'il y a des valeurs limites d'exposition, des valeurs limites de concentration dans les aliments qui existent. Donc on connaît ces molécules, elles sont gérées, mais on peut quand même se poser la question de savoir est-ce que des nouveaux modes de production ou des nouvelles habitudes de consommation, on est en pleine transition alimentaire, donc ça s'accompagne de nouveaux modes de production, de nouveaux modes de consommation, peuvent réexposer le consommateur à des niveaux auxquels on ne s'attendait pas. Donc on a voulu explorer un petit peu cet aspect des choses en s'intéressant à la production bio qui est en plein essor. Et dans le cadre d'un projet ANR dans lequel étaient impliquées les filières, donc on avait l'IFIP, l'ITAVI et l'IDEL qui travaillaient avec nous dans ce projet, on s'est intéressé à savoir si le cahier des charges de la production bio qui permet d'élever des animaux, notamment plus longtemps et en extérieur, ne les soumettait pas à des contaminations supérieures en dioxine et en PCB. Et en fait, les résultats de ce projet sont résumés sur cette diapo-là. Comme on s'y attendait malheureusement, il est apparu que les viandes de ces animaux conduits ou produits sous le cahier des charges bio contenaient plus de dioxines et PCB que les viandes des animaux produits de manière conventionnelle. Alors je vous rassure tout de suite, hein, pour les consommateurs de bio que nous sommes tous également, on est bien en dessous des valeurs réglementaires, donc il n'y a pas de souci réglementaire sur ces contaminants. Néanmoins, on voit bien que je vous disais, on s'y attendait un petit peu, parce qu'en fait, ce sont des animaux qui sont en extérieur, donc la pollution environnementale va être plus accessible pour ces animaux. Mais surtout, le facteur explicatif, c'est que c'est des animaux qui vivent plus longtemps. On demande tous d'avoir de la production avec des animaux qui vivent plus longtemps, un bien-être supérieur de ces animaux. Malheureusement, puisqu'ils vivent plus longtemps, ces contaminants s'accumulent un petit peu plus dans leur tissu, et on va se retrouver dans des situations où on peut avoir potentiellement une exposition supérieure. Bon, là, on n'est pas allé jusqu'à l'exposition, on s'est arrêté à la caractérisation de l'exposition. Mais vous voyez, c'est une manière d'interroger la réémergence en prenant en compte les nouvelles pratiques de production et de consommation. Un autre exemple qui, là, est plus en lien avec des cas particuliers de zones
potentiellement contaminés, où on peut avoir, en fonction de la production de denrées d'origine animale dans ces zones contaminées, et surtout en association avec des pratiques d'autoconsommation, des expositions élevées du consommateur. On a encore eu un exemple vraiment très récemment, c'était au mois de février, où un collectif 3R, le collectif, alors je sais plus, réduire, recycler, réutiliser, je crois, a collecté des œufs chez des particuliers en abord d'incinérateurs, notamment en France, près de l'incinérateur d'Ivry. Et ils ont fait analyser ces échantillons par une fondation néerlandaise qui a mis en évidence que les œufs produits près de ces incinérateurs-là dépassaient très largement les valeurs réglementaires. Alors évidemment, ces œufs n'étaient pas non conformes puisqu'ils ne passent pas dans les systèmes classiques. Ce sont des œufs pour de l'autoconsommation. Mais on voit bien que dans des situations comme ça, où il y a une pollution que l'on connaît malheureusement auprès de ce type d'installation. Et s'il y a de l'autoconsommation, que les personnes ne sont pas informées, on va se retrouver dans des situations de surexposition vraiment très ponctuelles. D'où l'importance de communiquer en fait, et d'expliquer à ces personnes qu'il faut varier les sources. C'est ce que disait tout à l'heure effectivement Véronique Siro sur le fait de toujours varier les sources pour ne pas se retrouver accidentellement dans une situation compliquée. Donc voilà pour les composés connus. Comment ça se passe lorsqu'on ne connaît pas les contaminants, ou comment identifier les molécules qui vont nous intéresser? Et bien en fait, il va falloir croiser les sources d'exposition. On ne peut pas seulement se fier sur des lanceurs d'alerte. Ça donne des informations, mais évidemment, il faut recroiser, recouper les sources pour donner de manière plus précise le nom des contaminants. Donc on va se baser sur des données d'agence. Ça peut être par exemple des listes au niveau européen de toutes les molécules produites par l'industrie. Ça peut être des données des systèmes d'alerte, comme le système d'alerte rapide, le RASFF au niveau européen. C'est un système d'alerte qui fait remonter toutes les non-conformités au niveau européen. Des rapports évidemment, des articles scientifiques, des articles de presse, et puis comme je vous disais, les lanceurs d'alerte. Donc il faut vraiment croiser toutes ces sources d'informations, mais il faut aussi décloisonner. C'est-à-dire regarder seulement l'alimentation, c'est important, mais parfois ça peut être un petit peu trop tard. On n'a pas anticipé ce qui allait rentrer dans la chaîne alimentaire. Une bonne manière de décloisonner, c'est aussi d'aller regarder ce qui se passe dans l'environnement. Je reprends l'exemple des perturbateurs endocriniens ou des composés perfluorés. Ça faisait bien longtemps dans l'environnement qu'on avait décrit des changements de sex ratio chez les petits alligators. Il y avait quelque chose qui se passait au niveau naturel. On voyait bien qu'il y avait hormonalement des choses qui se passaient dans la nature. On a mis du temps à comprendre que ces perturbateurs endocriniens qui étaient dans l'environnement, mais ils allaient rentrer dans la chaîne alimentaire à un moment aussi. Et puis on décloisonne aussi vers l'aval de la chaîne alimentaire. C'est important d'aller regarder ce qui réellement circule dans notre organisme, chez le consommateur, une fois qu'on a été exposé à ces contaminants, et mettre en regard les contaminants de l'aliment et puis ceux qui circulent. Un exemple assez récent, là encore, c'est le cas du cadmium. Santé publique France a publié il y a quelque temps un rapport sur l'imprégnation des Français au cadmium. On s'est aperçu que les niveaux d'imprégnation des Français sont supérieurs à ceux d'autres pays européens. Donc il faut chercher à comprendre pourquoi, et on revient en arrière, voir dans la chaîne alimentaire pourquoi on a des niveaux de cadmium qui sont plus élevés, par exemple, que d'autres pays européens. Donc voilà sur les sources de données exploitables. Donc un premier exemple de découverte de nouveaux contaminants à partir de la littérature. Donc ça, c'est un exemple qui nous... Enfin, je vais me baser sur des exemples très concrets qu'on a vécu au laboratoire. On a vu apparaître dans la littérature, dans les années 2010, la description de nouveaux composés qui étaient détectés dans des produits confisqués dans le milieu du sport, dans le milieu du dopage du sport, et qui décrivaient en particulier la présence de ces composés. Là, ce sont des SARMs. Donc, ce sont des composés qui sont autorisés dans le milieu médical, qui sont utilisés pour le traitement en parallèle des traitements anticancéreux et qui permettent de pallier la fonte musculaire. Et donc, il y a une manière de refaire du muscle en fait chez les individus. Et ces composés avaient été utilisés dans des compléments alimentaires qui ont été confisqués sur le marché noir. En caractérisant ces compléments alimentaires, on s'est rendu compte que ces composés-là circulaient. Alors vous allez me dire quel est le lien avec la chaîne alimentaire. En fait, les molécules promoteurs de croissance, les frontières sont fines en fait entre les milieux, que ce soit le sport animal, le sport humain ou l'élevage. C'est interdit en Europe évidemment, mais on peut imaginer des tentations d'utiliser ces molécules pour également accélérer la production des animaux.
ce qui pose un problème pour le consommateur, puisque ça laisse des résidus dans la viande qui est consommée. Donc on s'est assez rapidement emparé de cette nouvelle famille de molécules qui n'avait jamais été décrite auparavant. On a fait des études de métabolisme, de déplétion. On a pu mettre en place des méthodes qui nous permettent de détecter ces composés dans les produits animaux. Et assez rapidement, avec le soutien de la Direction générale de l'alimentation, on a pu mettre en place des plans expérimentaux au niveau des plans de surveillance et plans de contrôle nationaux afin d'aller vérifier que ces composés n'étaient effectivement pas utilisés. Et je vous rassure, il n'y a pas de souci en France sur la production. Mais voilà une manière de trouver des nouveaux contaminants par la veille de la littérature. Un autre exemple à partir de la littérature, ce sont les polychloronaphthalènes. Donc vous voyez leur structure, ça ressemble assez à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les dioxines, les PCB. On va avoir une structure très stable avec 2 noyaux benzéniques et puis des chlores qui peuvent se substituer sur toutes les positions libres. Ce sont des composés qui ont été intentionnellement produits très massivement au début du siècle dernier. Ils ont été en particulier beaucoup utilisés pendant la Première Guerre mondiale comme isolant des vêtements des soldats, mais également dans les transformateurs en haut des poteaux électriques jusque dans les années 80 comme isolant. Et puis leur production intentionnelle a été arrêtée dans les années 80 parce qu'on a commencé à se poser des questions sur ces composés. Le problème, c'est qu'ils sont aussi des coproduits non intentionnels, et donc on va les retrouver lorsqu'il y a de la combustion. Donc malheureusement, les incinérateurs, on va encore retrouver ce type de composés dès qu'il y a de la combustion de charbon ou en coproduit de production de produits industriels comme les paraffines chlorées par exemple. Donc sur ces composés, là encore, ils étaient décrits depuis très longtemps dans la littérature, dans les poissons des Grands Lacs aux États-Unis, en Europe, en Chine. Donc là, on est dans les années 80, donc il y avait une description très, très fine de ces composés. Et puis, ils ont été inscrits à la Convention de Stockholm. Donc la Convention de Stockholm, c'est le règlement qui permet de lister les composés qui ont une capacité de polluants organiques persistants. Oui, ils n'ont été listés qu'en 2015 pour l'élimination ou la réduction des émissions accidentelles. Et puis en fait, il n'y avait rien dans la littérature sur les aliments et il a fallu attendre seulement les années 2015, 2016, 2017, une fois qu'ils avaient été inscrits à la Convention de Stockholm, pour qu'on commence à se dire mais est-ce qu'ils se sont passés dans l'aliment aussi ces composés ? Et en fait, les premières études ont montré qu'effectivement, on avait l'impression qu'il y en avait dans les aliments au même titre que les dioxines et les PCB. À tel point que la toute dernière étude d'alimentation totale en Chine, donc en 2015-2020, a inclus ces composés afin d'aller évaluer l'exposition du consommateur à ces contaminants. Alors nous, de notre côté, on s'est là aussi emparé assez rapidement de la problématique. On a mis en place une stratégie analytique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais ça implique beaucoup de préparation d'échantillons, de fractionnement, et puis surtout une analyse en spectrométrie de masse haute résolution pour séparer l'ensemble de tous ces congénères, parce qu'évidemment, ce n'est pas un composé, mais il y a 70 composés différents, donc il faut de la résolution assez forte pour aller les séparer. Et puis, fin de l'année dernière, on a pu commencer à faire un tout premier sondage sur des aliments en France. Donc, on a été au supermarché et puis on a pris des échantillons qu'on avait au laboratoire. Et puis, comme vous pouvez le voir, sur la trentaine d'échantillons analysés, on a eu 100% de détection. Donc, ces composés étaient présents dans tous nos échantillons avec des concentrations qui étaient surtout décroissantes. Hein, les plus concentrées étaient dans les produits de la mer. Malheureusement, les poissons gras, on en parlait tout à l'heure, ont tendance à accumuler ce genre de composés. Et puis ensuite, les produits carnés, les œufs et les aliments pour animaux, et puis le lait en tout dernier. On a ici un exemple, je ne sais pas si vous voyez, on en a un qui est très concentré là. C'était un échantillon qu'on avait collecté près d'un incinérateur. Donc typiquement, on a pu valider l'hypothèse qu'on avait ces zones très contaminées dans lesquelles on allait aussi avoir des polychloronaphthalènes. Alors la contribution de ces nouveaux contaminants à la part, on va dire, dioxine PCB, elle n'est pas négligeable, hein, c'est quand même de l'ordre à 5-10% en massique. D'un point de vue toxicité, c'est là le principal verrou à l'heure actuelle, c'est que ces composés, il n'y a pas de consensus sur leur toxicité, donc les facteurs équivalents toxiques ne sont pas encore définis. Donc on a pris des valeurs moyennes de la littérature et on voit quand même qu'on aurait une contribution jusque de l'ordre de 5% à la toxicité globale de la famille dioxine-PCB, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on se retrouve en limite des valeurs réglementaires. On peut assez vite dépasser et le consommateur pourrait être exposé à ces contaminants. Alors, un autre exemple de découverte ou d'extension du nombre de contaminants qui peuvent être intéressants à suivre, c'est l'extension à des analogues structuraux.
Je vais prendre l'exemple du bisphénol A pour illustrer ce cas particulier. Donc, le bisphénol A, vous le connaissez tous, hein, j'imagine, au moins de nom. Il a été beaucoup utilisé dans les revêtements intérieurs des boîtes de conserve, également dans certains plastifiants au contact des aliments. Donc en France, la France a été assez pionnière, hein, sur l'interdiction de ce composé. Il a été interdit en contact avec les aliments, dans les matériaux en contact avec les aliments à partir de 2014-2015. Il avait d'ailleurs été introduit dans l'étude d'alimentation totale infantile dont a parlé Véronique Sirot tout à l'heure, et il avait été conclu que l'exposition des enfants, le risque ne pouvait pas être écarté pour ce type de consommateur. Donc depuis, ce composé est interdit. Nous avons mené un inventaire des composés qui pouvaient être utilisés comme substituants. Donc c'est pour ça que je parlais des analogues structuraux, puisque évidemment, on interdit le bisphénol A, mais il y a du bisphénol F, du bisphénol S. Enfin, il y a énormément de bisphénols. Vous voyez ici toute une liste d'analogues structuraux qui peuvent être utilisés pour les mêmes propriétés. Donc là également, la même stratégie, on fait l'inventaire, on développe des méthodes analytiques qui nous permettent d'aller mesurer à l'état de trace ces composés, et puis ensuite on peut commencer l'inventaire dans les aliments et voir si ces analogues structuraux ont été utilisés comme substitut du bisphénol A. Une autre source d'information, ce sont les recommandations d'agences sanitaires, et en particulier l'EFSA au niveau européen, donc l'équivalent de l'ANSES au niveau national. Alors dans cet exemple-ci, l'EFSA avait en 2012 listé certains retardateurs de flamme bromés qu'elle considérait comme émergents. Alors en fait, les retardateurs de flamme sont des composés qui ont été utilisés et produits massivement par le passé pour leurs propriétés justement de retardateurs de flamme. On va les retrouver dans les tissus, dans les plafonds. C'est tout ce qui permet que le feu ne prenne pas. Il y a une combustion, mais il n'y a pas de flamme. Donc on les a dans notre environnement professionnel et individuel, vraiment partout. Ils sont interdits au fur et à mesure qu'ils sont presque autorisés, on va dire, et à chaque fois il y a des substituts qui sont produits. Et l'EFSA avait listé 17 composés qui avaient été trouvés dans l'environnement, et donc elle a demandé aux États membres d'aller regarder si ces composés de l'environnement allaient être trouvés dans les aliments. Donc ils ont listé ces 17 composés. Là, de la même manière, il a fallu développer des techniques analytiques, et pour ces composés, c'était particulièrement compliqué parce qu'ils ont une ionisation qui est assez compliquée, donc il a fallu un petit peu ruser et trouver des techniques d'ionisation alternatives. Néanmoins, nous avons réussi à mettre en place une méthode, et nous avons fait un relevé d'occurrence dans des aliments collectés en France entre 2014 et 2016. Et nous nous attendions effectivement à voir une diminution des anciens retardateurs de flamme, ceux qui avaient été interdits, et puis on se demandait si les nouveaux, on allait commencer à les voir dans les aliments. Et alors effectivement, on a été assez surpris à l'époque, puisque vous voyez en orange et en marron, ce sont des retardateurs de flamme qui sont plus autorisés depuis bien longtemps. Donc ça veut dire que leur rémanence dans l'environnement est tellement forte qu'on les retrouve encore de manière assez forte dans la chaîne alimentaire. Et puis en bleu à droite, eh bien, on commence à voir ces nouveaux composés qui jusqu'alors n'étaient décrits que dans l'environnement. Et bien, on commence à les voir dans certaines matrices alimentaires. Et le dernier exemple que je vais prendre par rapport aux idées que nous donnent les recommandations des agences sanitaires, ce sont les composés perfluorés. Donc là, c'est un exemple un peu plus récent. Donc vous voyez les composés perfluorés, une structure vraiment différente de tout ce que je vous ai montré pour l'instant. La grande particularité de ces composés, donc évidemment, ils ont une structure de chaîne de carbone où on va avoir des fluors qui vont être substitués, et ils ont une partie hydrophile et une partie hydrophobe. En fait, ce sont des molécules qui n'aiment rien, et en fait, elles aiment tout. Elles sont à l'aise aux interfaces entre les lipides et les phases aqueuses. Donc, ce sont des molécules qui sont très utilisées dans tout ce qui est revêtement anti-pluie, dans tout ce qui est Gore-Tex, par exemple, dans les équipements sportifs, et puis dans la chaîne alimentaire, nous on va les retrouver dans les revêtements des poêles, les poêles Téflon par exemple, également dans tout ce qui est carton d'emballage, vous voyez, tous les cartons un peu burger, pizza, là, tout ce qui est un peu glissant, qui lui, ce sont ce type de composés, puisque rien n'attache en fait sur ces composés, ça ne tâche pas. Donc l'EFSA avait, donc là c'est très récent, c'est en 2020, l'EFSA a émis un avis scientifique sur ces composés. Et elle a même proposé une valeur toxicologique de référence pour les 4 plus
quatre composés les plus connus et les plus étudiés, donc notamment le PFOS et le PFOA. Donc on a une valeur toxicologique de référence pour la somme de ces 4 composés. Néanmoins, il y a plus de 4700 PFOS et PFAS qui sont décrits par les industriels et par la littérature. Donc vous voyez, on avance, mais on est loin de prendre en compte la globalité de ces molécules. Donc là, les recommandations de l'EFSA étaient très très ciblées sur le développement de méthodes analytiques pointues et performantes. Et là encore, on fait le lien avec les présentations précédentes. C'est vrai que si on n'a pas la capacité de bien mesurer avec confiance à l'état de trace, on ne sera pas en mesure de produire des valeurs robustes et de confiance. Donc là, le travail qui a été le nôtre au Laberca, ça a été d'étendre le nombre de composés que l'on est capable de mesurer. Alors évidemment, on n'arrive pas aux 4700 encore. Néanmoins, nous sommes passés d'une dizaine de composés à une quarantaine déjà. Parce que là aussi, ce qui est intéressant, c'est que les fournisseurs d'équipements, que ce soit de la spectrométrie de masse ou de la chromatographie, suivent les besoins. Et on a des nouvelles phases chromatographiques qui sont développées assez rapidement, qui nous permettent de mesurer dans un temps très court. Là, on voit une analyse qui ne dure même pas 2 minutes, une quarantaine de composés. Et la prouesse technique, c'est surtout que ça nous permet d'avoir des propriétés physico-chimiques très variées, analysées quand même en une seule séquence. Donc voilà pour la détection, ou l'étude des contaminants émergents lorsqu'on arrive à mettre un nom sur ces contaminants. Donc passons à la deuxième type de stratégie, donc lorsqu'on ne connaît pas les contaminants. Et là, pour aborder ce type de problématique, je vais vous parler de ce qu'on appelle des approches globales, qui sont à mettre en regard des approches classiques ciblées dont je viens de vous parler. Les approches dont je viens de vous parler, c'est des approches où on sait ce qu'on cherche. Donc il faut mettre en œuvre évidemment toute une batterie de préparation d'échantillons, d'analyse, mais on sait ce qu'on cherche. On a un a priori très fort. Le côté un peu restrictif, c'est qu'on va avoir un nombre limité de substances suivies, quoique maintenant on arrive à une quarantaine de composés perfluorés, donc déjà on a quand même beaucoup de composés, mais ça reste toujours dans une même famille avec des propriétés physico-chimiques assez similaires. A contrario, les approches globales, que l'on appelle approches non ciblées, sont des approches qu'on n'a pas d'a priori sur la famille physico-chimique qui nous intéresse. Donc on va ouvrir en quelque sorte nos instruments et on va laisser rentrer le plus de molécules possible. Alors ça paraît assez simple comme ça en théorie. Il a vraiment fallu qu'on change un peu notre état d'esprit. Alors ça, c'est des approches qui sont apparues il y a une dizaine d'années. Nous, on avait appris en chimie à bien cibler une famille physico-chimique, à aller rechercher ces molécules. Et là, il a fallu un petit peu oublier tout ça et à se dire, on va laisser tout entrer. Donc on va faire des préparations d'échantillons moins sélectives et on va laisser nos instruments en mode, ce qu'on appelle full scan pour la spectrométrie de masse, où on laisse rentrer plus de molécules. Alors je vous dis qu'on n'a pas d'a priori sur ce qu'on recherche, non, mais il nous faut quand même un hameçon ou quelque chose pour aller attraper les molécules qui nous intéressent. Alors on a plusieurs types d'hameçons. L'un d'entre eux, c'est la recherche d'un motif structural particulier. Je vous ai parlé des POPs, donc ces composés organiques persistants. Ils ont presque tous des chlores, des bromes, des fluors. Donc ça doit vous faire penser à une famille particulière. Ce sont des halogènes. Et les halogènes, la chance est avec nous sur ce coup-là, on va dire. Lorsqu'on les analyse en spectrométrie de masse, on a un petit défaut de masse, alors qui est tout petit, mais avec des instruments haute résolution tels que ceux que nous avons, on est capable de détecter ces signaux de fluor, de brome et de chlore. Donc par cet algorithme en fait, que l'on a mis en place, on est capable d'aller rechercher ces composés. On associe à cet outil bioinformatique une autre stratégie qui est d'aller rechercher les émergences chez des espèces sentinelles. Et donc là, on revient encore dans l'environnement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on choisit ces espèces sentinelles comme des espèces qui sont capables de capter et de concentrer, parce qu'elles vont avoir des tissus adipeux, vont capter et concentrer à des teneurs assez compatible en tout cas avec l'analyse, les contaminants qui nous intéressent. Donc les espèces sentinelles, on travaille avec l'anguille. L'anguille, on l'aime bien parce que c'est une matrice environnementale, mais c'est également un aliment. Enfin, voilà, on travaille à Nantes, donc on est en bord de Loire. Donc on est vraiment sur une matrice qui est à l'interface entre les deux mondes. On travaille également avec des œufs de goéland, du lard de mammifères marins échoués sur les côtes, ici par exemple. On travaille avec les scientifiques de La Rochelle qui nous fournissent ces échantillons, parce que ce sont des animaux, les mammifères marins, qui vivent assez longtemps. Ils captent beaucoup, là encore, dans leur tissu, et donc pour nous, c'est un formidable réservoir de nouvelles molécules. Donc lorsque l'on fait la combinaison entre ces espèces sentinelles, une préparation d'échantillons
assez générique. On ne va pas aller chercher une seule famille de composés. En gros, on va aller extraire la matière grasse de manière générique. Une analyse en spectrométrie de masse haute résolution, mais sans choisir de masse particulière. Là, on laisse rentrer tout le type de molécules. Et là où on devient sélectif, c'est sur l'hameçon qui est capable d'aller nous chercher du brome, du chlore, du fluor. Alors là, à l'époque, c'était en 2015, on cherchait les nouveaux retardateurs de flamme bromée que l'EFSA nous avait demandé d'aller rechercher. Il n'y a pas de souci, on les a vus, ça montrait bien que notre approche de phishing des motifs halogénés marchait bien. Ça nous a permis de valider notre algorithme bioinformatique. Là où on a été surpris, c'est qu'on a vu des signaux auxquels on ne s'attendait pas du tout. Et lorsqu'on a réussi à les élucider, on s'est aperçu que c'était des paraffines chlorées. Alors ce terme-là, maintenant, il nous est un petit peu plus familier. À l'époque, c'était des molécules qui n'avaient pas du tout été décrites encore dans ce type de matrice. Elles ont été inscrites que plus tard, en 2017, à la Convention de Stockholm. Et là, ça a été vraiment la première fois que l'on détectait dans notre laboratoire une émergence de molécules pas encore décrites. Depuis lors, là aussi, ce sont des molécules qui ont été intégrées dans des études d'alimentation totale, comme celle de la Chine, encore une fois, entre 2015 et 2020, pour évaluer l'exposition du consommateur. Donc là, c'était un exemple avec un hameçon chimique. On peut aussi avoir un hameçon biologique, c'est-à-dire se dire on va aller rechercher un effet. Ces molécules, pour la plupart, sont perturbateurs endocriniens, donc on va être capable de mesurer l'effet attendu. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est fractionner l'échantillon, c'est-à-dire qu'on va, ça peut être par chromatographie par exemple, fractionner l'échantillon en plein de petites fractions, et toutes ces fractions, on va aller les déposer sur des tests qui vont être capables de nous dire s'il y a une réaction thyroïdienne ou une réaction sur des hormones stéroïdiennes aussi également, enfin tous les tests de mesure de perturbation endocrinienne. Lorsque le test va s'allumer, à ce moment-là, on sera capable de retourner par la chimie à l'élucidation de quelle molécule dans cette fraction a allumé le test. Donc c'est vraiment une combinaison de biologie et de chimie qui nous permet de remonter à l'élucidation de composés inconnus. Et en fait, la dernière illustration que je voulais partager avec vous sur la découverte de contaminants émergents dans la chaîne alimentaire, c'est la modélisation. Donc là, on vient dans du purement informatique pour essayer d'imaginer quelles sont les structures d'intérêt. Le contexte dans lequel on se situe pour cette étude, c'est là encore le remplacement du bisphénol A. Comme je vous le disais, jusque dans les années 2014-2015, c'était un composé qui était étudié dans les vernis époxydes à l'intérieur des boîtes de conserve, qui a été remplacé par plusieurs alternatives, notamment les vernis à base de polyester. Les polyesters sont formés par polymérisation à partir de polyols et de polyacides, qui eux sont autorisés, il n'y a pas de souci. Ils sont en réaction, ils forment ces polymères qui permettent de faire le vernis à l'intérieur des boîtes de conserve pour préserver l'aliment, les différents échanges et pour avoir la conservation sur le long terme. Néanmoins, lorsque la réaction de polymérisation se fait, elle n'est pas forcément totale et on va avoir des coproduits de réaction qui vont se produire. Et donc, on va avoir des petites oligomères, donc ce qu'on appelle des oligoesters, des toutes petites structures qui ne sont pas des grands polymères, qui vont être créées et qui vont se retrouver dans le vernis avec une capacité à être libérées vers l'aliment pendant la conservation. Et donc c'est ce qu'on appelle des NIAS, donc c'est Non-Intentionally Added Substances, qui peuvent être linéaires, qui peuvent être cycliques. Et donc là, il n'y a vraiment pas de littérature sur le sujet, puisque vous voyez, c'est tout récent, cette interdiction du bisphénol A. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé les structures possibles par bioinformatique. Donc on est parti des 17 polyols décrits par la réglementation qui sont autorisés, des 15 polyacides qui sont décrits, et on a modélisé toutes les structures possibles qui étaient possibles. Donc on a effectivement modélisé 76 millions de combinaisons prévisibles, donc ce qui ne correspond qu'à 100 000 formules chimiques individuelles, et on a pu créer notre propre base de données de structures. Alors on ne sait pas si elles sont présentes, mais en tout cas elles sont dans notre base de données. La seconde étape, ça a été d'aller au supermarché, acheter quelques boîtes de conserve. On a extrait de ces boîtes de conserve les aliments, on les a analysés et on a comparé ce que l'on voyait dans nos empreintes avec ce qui était dans nos bases de données. Et effectivement, on a eu plusieurs matchs, plusieurs mises en évidence de ces composés. Donc là, pour le moment, on n'est pas du tout, on ne parle pas de risque du tout à ce stade-là, on parle d'un potentiel nouveau danger. On ne connaît pas du tout l'éventuelle toxicité de ces composés. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que ces molécules, qui ne sont pas intentionnelles, sont présentes dans les vernis et migrent vers les aliments. Donc l'étape suivante, c'est un projet ANR qui vient de commencer, c'est d'étudier la toxicité de ces composés
Et puis la précédente présentation m'a donné des idées aussi sur étudier la toxicité de ces composés. Donc voilà où nous en sommes. Donc là, c'est vraiment encore un sujet tout chaud, puisqu'il n'y a pas les résultats, outre le fait qu'on a pu modéliser des structures et puis qu'on a pu vérifier qu'elles étaient bien présentes dans les aliments. Alors, en guise de conclusion, je vais être très rapide. J'espère vous avoir convaincu qu'on était capable de détecter précocement un danger émergent, que l'environnement, on le prend de plus en plus en compte dans nos études. Ça, c'est vraiment un changement de manière de travailler de notre côté. Vous voyez les chloroparaffines, si on n'avait pas analysé les anguilles, on ne les aurait pas trouvées. Il faut vraiment être à l'écoute de tous les systèmes d'alerte, alors qu'ils soient officiels, mais également toute cette information qui existe, mais qui n'est pas forcément analysée, prise en compte, l'information à bas niveau. Pour ceux d'entre vous qui se souviennent de la crise de la mélamine en 2009, dans le lait, à partir de produits qui avaient été... la mélamine avait été ajoutée dans du lait, dans des produits chinois. Il y avait des signaux qui existaient, en fait, mais ils n'ont pas été analysés, des signaux informatiques, des gens qui avaient tweeté, il y avait pas mal de... On n'avait pas analysé ces signaux-là. Donc, en fait, l'info, elle est là, il faut savoir aller la chercher, savoir l'interpréter, surtout. Et puis, on est également capable de prédire un événement de contamination. C'est vrai que le réchauffement climatique, on sait ce que ça va faire sur les mycotoxines. On sait à proximité de zones potentiellement contaminées qu'on peut avoir des contaminations. Donc, on est capable, on a les outils. Il faut juste anticiper l'information qui nous arrive et puis la traiter. Donc, je voulais vous remercier pour votre attention, remercier le directeur de mon laboratoire, Bruno Levizek, et puis les collègues avec qui je travaille sur ce sujet, donc Philippe Marchand, Ronan Cariou, Emmanuel Bichon, Fabrice Monteau et Mathilde Godéry. Et voilà. Oui, je voulais savoir, Gaude, si vous aviez vu une corrélation entre polychloronaphtalène et dioxine PCB. C'est une très bonne question. Merci Florence. Oui, effectivement, on l'a recherchée. Elle n'est pas si nette que ça. Elle n'est pas si nette parce que je pense que comme les polychloronaphthalènes ont deux modes de production, l'un qui est très fortement lié aux dioxines et à la combustion. Et dans ces cas-là, je pense que s'il n'y avait que cette production-là, on verrait une très forte corrélation. Mais comme on a aussi les résidus de la production intentionnelle de ces PCN, ce n'est pas complètement lié. Néanmoins, on va les retrouver dans les mêmes aliments. Et par rapport aux hameçons, alors j'ai vu qu'il y avait effectivement tout ce qui est halogène, ça c'est classique. Ouais. Les noyaux benzéniques, vous n'avez pas regardé de ce côté-là non plus? Non, on n'a pas regardé ce côté-là parce que je pense que là, on étendrait le spectre de manière peut-être trop large. Et c'est vrai que là, en ciblant les halogènes, on cible déjà une toxicité, en fait, pratiquement, on va dire. Mais bon. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être Oui, c'est vrai, oui. Il serait peut-être moins facilement détectable sur les empreintes de spectrométrie de masse, en fait, aussi.